Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel pour échanger sur la formation et l'emploi. Dialoguer en direct avec des professionnels du secteur de l'emploi et de la formation. Cette émission est en direct. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Les Mardis Live, une émission proposée par Icademy. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être sur le plateau des Mardis Live. Aujourd'hui sur la thématique de la négociation, thématique assez large. Avec moi pour m'accompagner dans ce Mardi Live, Jean-Luc Codacioni et David Sokol. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de vous présenter aux téléspectateurs. Jean-Luc, vous démarrez. Bonjour à tous, alors déjà merci de me recevoir. Donc Jean-Luc Codacioni, je suis le directeur général d'Icademy, donc c'est une entreprise que j'ai créée en 2006 et qui s'est pas mal développée depuis, spécialisée notamment dans le domaine de la formation à distance sur des parcours diplômants, de nombreux parcours diplômants, et un groupe qui s'est élargi aussi avec des structures qui sont plutôt spécialisées sur des formations en présentiel sur différents sites en France, ainsi qu'un cabinet de recrutement qui s'appelle Talentis Horizon. Dédié à l'alternance aussi. Dédié à l'alternance, tout à fait, oui. Très bien. Voilà. David, je vous laisse la parole. David Sokol, merci Agathe pour l'accueil, pour cet événement, c'est un plaisir. Donc je suis le directeur de l'Académie du Tourisme, qui est une marque dédiée de Néosphère, spécialisée donc sur les métiers du tourisme, la formation des métiers du tourisme, de titre professionnel RNCP, donc enregistré au registre national des certificats de compétences professionnelles. Ce qui est lié à mon parcours, pour tout dire, je rebondis directement là-dessus. Je suis un enfant, moi, de l'apprentissage, un enfant du tourisme, et de fil en aiguille, en ayant traversé un peu le monde, la France, dans l'animation, dans l'exploitation, l'hébergement et autres. Aujourd'hui, voilà, je suis dédié à 100% à cette marque et à l'Académie du Tourisme. Et à la formation et aussi. Surtout à la formation. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Aujourd'hui, on va parler négociation, vente, donner des clés à nos téléspectateurs. C'est un domaine, c'est vrai, comme je l'ai dit au début, assez large. Jean-Luc, quelle est votre expérience justement dans cet art, dans cette thématique, dans la vente et dans la négociation? Alors dans la vente, j'avouerai que mon expérience est plutôt éclectique, très variée. J'ai commencé très jeune à vendre, pour ne rien vous cacher. Moi j'ai démarré dans un quartier un peu plus loin, à Toulon, qui s'appelle Sainte-Musse. Il y avait les puces de Toulon et j'ai commencé à vendre des timbres. J'avais 13 ans aux puces de Toulon, et donc j'avais en face de moi des acheteurs beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés, et qui avaient des techniques de négociation qui étaient plutôt violentes, puisqu'on me proposait à chaque fois même pas 10% du prix que je proposais, et donc il a fallu que je m'habitue à ça, et ça m'a forgé un certain caractère. Et j'ai commencé à apprendre à négocier un petit peu dans le dur. Après, petit à petit, j'ai évolué dans le domaine de la vente. Je ne vais pas vous raconter ma vie, les différentes étapes de ma vie, de mon parcours, mais pour savoir que j'ai commercialisé du matériel de restauration, à savoir des machines à fabriquer des pâtes fraîches, des fumoirs pour faire des saumons, et donc pour chacun de ces produits, on avait un argumentaire adapté. Et en fait, par rapport à tout ce que vous pouvez commercialiser, en fait, vous rentrez dans les produits, vous rentrez dans les services, et vous êtes dedans, quoi. Et c'est votre produit, et c'est ce qui fait que petit à petit, vous réussissez d'un point de vue commercial à développer un courant d'affaires important, et des techniques, bien entendu. Donc après, moi j'ai eu une évolution qui m'a porté, si je suis là aujourd'hui, vers le milieu de la formation, parce que je suis devenu formateur, et j'étais formateur en vente, en négociation, et étonnamment, c'est là où j'ai vraiment progressé dans ce domaine-là. C'est vrai que souvent un vendeur, il vous dit voilà, pas besoin de se former, la vente c'est inné, voilà, je l'ai en moi, et c'est quelque chose qu'on a en soi, et puis ça s'arrête là. Non, non, pas du tout.
on peut avoir, ça peut don. être inné, ouais, on peut avoir un don, heureusement, hein, mais en parallèle, c'est aussi des techniques. Et donc, quand je suis devenu formateur en vente, ben, j'ai appris à structurer mes négociations. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de techniques. Bien sûr. Et c'est là ben, que j'ai commencé à bien progresser à ce niveau-là. Et comme j'étais formateur, ben, j'ai en parallèle à mon métier de formateur, ben, j'ai commencé à développer des centres de formation, plutôt en alternance. Et les centres de formation en alternance, ils travaillent avec qui? Ben, ils travaillent avec des entreprises. Et donc, il a fallu prospecter les entreprises, aller les convaincre de travailler avec nous et convaincre des jeunes de nous rejoindre parce qu'on avait les bonnes formations qui pouvaient les intéresser. Et donc, en fait, on se rend compte que le métier de la vente, il peut démarrer au Puce de Toulon, à avoir des étapes où, oui, j'ai aussi vendu des soupes de poisson. Ouais. Elles étaient très très bonnes d'ailleurs, très très bonnes, fabriquées à Oraison, hein, dans le 04. Et puis, à un moment donné, basculer dans le domaine de la formation et être toujours positionné sur le développement commercial en quelque sorte. Et c'est ça la vie aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est d'avoir un fil conducteur. Après, on a chacun notre fil conducteur. Moi, mon fil conducteur, c'est la vente, la négociation et la formation. Donc, ne pas perdre ça de vue. Oui. Et puis après, se lancer. Très bien. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ravi d'avoir votre expérience sur ce plateau. Je suis sûre qu'on va pouvoir développer plein d'idées intéressantes. J'espère. Ouais. David, vous, votre expérience dans la vente et la négociation, quelles sont-elles? Alors moi, je rejoins Jean-Luc sur beaucoup de points, mais mon parcours est un peu différent, puisque comme je le disais, je suis un enfant des clubs, hein, des villages clubs, et c'est plutôt la population, c'est un peu les clientèles qui m'ont forgé. Mais là où je rejoins Jean-Luc, c'est qu'il y a tout de même un tempérament, il y a tout de même un caractère de base où on est amené à pas forcément être trop timide en face des gens. Faut aimer le contact, j'imagine. Le relationnel, voilà. Par contre, ça s'apprend, mais grâce aux personnes qui sont en face de nous, c'est de l'analyse constante, hein, pas forcément maîtrisée au départ. Et donc c'est ce qui d'ailleurs me caractérise beaucoup, c'est que j'ai beaucoup, pendant plusieurs années, pas maîtrisé ce que je faisais, mais a priori je le faisais plutôt bien. Au feeling, exactement. Donc j'étais content. Et puis un beau jour, j'ai croisé la voie de la formation, où je me suis formé moi-même, où j'ai eu la chance de me faire former sur des méthodes de management. Et là c'est de la négociation perpétuelle, hein, on est tout le temps, on négocie avec soi-même et avec les autres tout le temps. Et puis ensuite, j'ai été formateur moi-même aussi. Et quand on parle de structure, là, ce que tu disais justement, c'est que pour structurer un cours, pour structurer ce qu'on va apporter aux gens, pour faire véhiculer du savoir, on a une approche qui est forcément dans la structure. Et ça m'a permis moi-même de me structurer et d'être un peu plus, on va dire, d'avoir les outils, voilà, et de comprendre les outils qui étaient sous mon nez toutes ces années, que je ne maîtrisais pas forcément, que j'étais plutôt à l'aise avec, mais je ne les maîtrisais pas. Et là aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise depuis ces 5 dernières années, et notamment dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est confortable en fait d'avoir cette expérience grâce aux gens que j'ai eu toute ma vie en face de moi, et les bons outils pour être armé quand on est en face de quelqu'un et qu'on veut faire une négociation. Très bien. Ce que je retiens de vos deux expériences, c'est vraiment d'avoir un fil conducteur, c'est important. Aimer les gens, aimer discuter. Et tous les deux, vous avez cette expérience de la formation qui vous ont permis de vous structurer, de vous préparer vous-même. Ce qu'on va essayer justement pendant cette émission, c'est de structurer aussi au maximum les idées pour que les gens aient les outils, les clés pour se lancer aussi et pour y travailler. On va commencer d'abord par une première question qui peut paraître simple, mais comment est-ce que vous définiriez la négociation? Jean-Luc, quelle est votre définition de la négociation? Alors une négociation, pour moi, elle doit aboutir à un accord gagnant-gagnant. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ce qui doit nous amener à cet accord gagnant-gagnant entre un acheteur et un vendeur. On connaît beaucoup de vendeurs qui ont un seul objectif, c'est d'être gagnants eux-mêmes. Un objectif qui est parfois très très individualiste. Or, dans une négociation, on est deux. Et c'est super important aussi de penser à l'autre et de construire sa négociation en fonction de ses propres objectifs, bien entendu, mais aussi de ceux qu'on peut imaginer ou de ce qu'a exprimé votre acheteur potentiel pour qu'on soit en phase et qu'à l'arrivée,
on puisse avoir un accord gagnant-gagnant. Et une relation durable aussi, hein, parce que bien sûr, on n'est pas sur du one-shot. Enfin, ça peut être aussi le but d'une négociation, mais... Il y a deux catégories de vente. Hein. Il y a celles qui sont orientées one-shot, et puis celles qui vont nous permettre d'établir des relations durables. Mais même dans le one-shot, on va avoir besoin de recommandations, on va avoir... il y a des gens... communs qui se connaissent et qui vont parler de votre vente, etc. etc. Et donc, si vous avez trop tiré la couverture à vous, peut-être qu'à un moment donné, vous le paierez. Quoi. Ouais. On parlera justement aussi du réseau et de l'importance de son environnement. Et David 100% d'accord sur tout ce qui se dit là. Je pense qu'il y a un temps qui est révolu. Hein. Il y a eu une époque, clairement, et je l'identifie volontiers, puisque j'y ai participé, enfin, je l'ai vécu plutôt, où on avait ce qu'on appelle les requins sur le marché, où c'était je pense à moi, je fais du one-shot, il faut faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, mais toujours que dans un sens en fait. Et aujourd'hui, les techniques de négociation, elles sont visibles, elles sont connues, elles sont palpables, et elles se voient arriver. On dit, hein, je le vois arriver sur ses grands chevaux, celui-là, c'est un tempérament, hein, c'est un caractère, c'est une personne qui se pointe devant nous, et très souvent, ça sent pas bon quoi, tout de suite. Et d'office, on ne met pas les gens dans de bonnes conditions en se comportant comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, et tu as raison, si on prépare bien et on se prépare bien à comprendre ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire qu'on identifie un besoin par rapport à ce que nous on veut apporter, ça se passera forcément beaucoup mieux, beaucoup mieux. Superbe transition justement sur quand est-ce que commence la négociation. Pour vous, à quel moment on se dit, bon là ça y est, on est entré en négociation. Je vous laisse intervenir. Je le dis souvent, la négociation, elle commence déjà avec soi-même par rapport à ce qu'on a de nous dans notre tête déjà. Nos idées, nos projets, ce qui démarre à petit feu, à la maison, en famille, quand on en discute entre copains. Enfin, il y a toujours des petites idées qui viennent, parce qu'on prend un petit peu les idées des uns et des autres et ça nous nourrit. Et elle commence là, la préparation. Et après, c'est un long fleuve. Jean-Luc, quand est-ce que Alors oui, je rejoins tout à fait David. Hein. Je suis vraiment en phase avec cette approche. Alors moi j'ai une approche que j'ai toujours eue depuis 20 ans, quoi, et même plus certainement. C'est-à-dire que la négociation, elle commence au foyer, en famille, avec les amis. Alors donc je suis désolé, hein, si j'ai des amis et la famille qui m'écoutent, je suis désolé de vous avoir fait subir toutes ces années où je vous ai parlé des produits que je commercialisais et aujourd'hui des formations. Parce qu'en fait, on se prépare, puis on y croit, et puis on est passionné, et donc on le partage. Et en même temps, ça y est, on commence à rôder son discours. On corrige, voilà. Et puis, on a quelques objections autour de soi, etc. Et puis, après, petit à petit, on se prépare à nos premiers entretiens. Et puis après, on est lancé, quoi. Alors après, bien entendu, il y a la préparation de l'entretien en lui-même. C'est-à-dire, ça y est, on a un rendez-vous avec un prospect. Alors là, je sais qu'on a des approches qui diffèrent un petit peu avec David. Personnellement, j'aime bien savoir beaucoup de choses sur mon prospect. Et donc, ça veut dire que je vais beaucoup me renseigner. Lui, qui il est. Une phase d'investigation, vraiment. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plutôt facile. Savoir avec qui cette personne est connectée, qui sont éventuellement ses amis, son parcours professionnel, dans quel domaine il a travaillé, avec quel partenaire et quelle structure son entreprise est connectée. Trouver des points communs en fait. Et aussi, voilà, bien entendu, aussi trouver des points communs. Mais à partir de ce spectre d'informations, je vais pouvoir commencer à déterminer mon angle d'attaque en quelque sorte pour que lors des premiers échanges, il y ait une certaine fluidité dans l'échange. Par contre, on peut se tromper des fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir préparé, et c'est pour ça qu'on a deux approches différentes, et puis à un moment donné, se rendre compte qu'on fait fausse route. Et là, c'est un peu plus compliqué, il faut se réadapter, quoi. Donc là, je vais laisser la parole mais au-delais de ça, il y a des personnes qui n'ont pas envie de se livrer, qui n'ont pas envie de nous en dire plus, ou qui n'ont pas envie qu'on fouille aussi. Et moi, je suis plus... mais c'est un défaut professionnel, hein. J'ai appris à m'adapter aux gens que j'ai en face de moi et à pas forcément aller trop loin dans la recherche, pour comprendre la personne que j'ai en face de moi. Toujours au feeling. Beaucoup.
Mais après, la phase de découverte se fait aussi pendant la négociation. Plus si la personne le veut. Plus pendant la négociation qu'avant. Après, ça ne m'empêche pas quand même de me renseigner sur la personne que j'ai en face de moi un minimum, ne serait-ce que par l'entourage qui le connaît bien ou avec qui il travaille, ou des connexions qu'on a ensemble, ou des personnes qui traitent avec cette personne souvent. Voilà, ça permet d'avoir de l'info aussi, c'est important. On a déjà une première question qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. Donc, on parlait de quand commence une négociation. On a une question de Laura qui nous dit quelles sont les étapes par lesquelles passer pour structurer sa négociation. C'est-à-dire, donc il y a la préparation dont vous parlez. Pour vous, quelles sont vraiment les grandes étapes quand vous préparez votre négociation pour la structurer? J'imagine que il y a la phase de découverte. On a un peu, des fois, quand on a suivi des cours de vente, différentes phases. Vous, comment vous structurez votre préparation et comment vous imaginez la négociation? Puis comme ça va nous permettre aussi de rebondir sur... En fait, dans les étapes, la première étape, c'est la préparation en amont. Et la préparation en amont, c'est d'imaginer quel type de produit ou quel type de service pourrait satisfaire mon prospect. Donc les objectifs, du coup, c'est ça? Et en lien, effectivement, des objectifs. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Logiquement, si on a bien travaillé, ça va matcher. Mais parfois, on est obligé de corriger, et notamment lors de l'échange. Après, ce qui va être très très important, mais vraiment, c'est quelque chose de capital. En fait, c'est un petit peu comme en amour, en quelque sorte, quoi. C'est le premier contact qu'on va avoir. Et si je peux me permettre, il faut déjà avoir le premier contact. C'est même le plus... Oui, c'est vrai qu'en effet, c'est avoir la date, le lieu, le rendez-vous. Il faut le rendez-vous physique. Voilà, c'est vrai. Alors moi, je partais du principe qu'on avait déjà le rendez-vous. J'ai sauté cette étape qui est complexe, qui est peut-être la plus complexe, en fait. Tout à fait. Donc, le premier contact que je vais avoir, après, dans le premier contact, on va dire des évidences. Mais c'est des évidences qui perdurent. Je suis à l'heure. Oui, tout à fait. Je vais vous dire quelque chose de... Je suis gêné de dire ça, mais j'ai des fringues qui sont propres. L'habit fait le moine. Et oui, on ressent... la cravate, c'est... Ça dépend de la personne aussi. C'est d'où la phase de préparation où on a découvert en face de qui nous étions. Et peut-être plutôt cravate, plutôt décontracté. Ça se fait beaucoup moins la cravate. Mais il y a des milieux, moi j'avais rendez-vous à Paris la semaine dernière. Tous les banquiers que j'ai rencontrés, ils étaient tous cravatés, d'accord? Mais c'est un milieu qui veut ça. Moi, je ne l'étais pas. Là, vous voyez, on a deux styles différents, deux approches différentes. David, il est plus jeune, c'est plus cool. Donc, les jeunes, ils sont plus cool aussi. Les chemises plus ouvertes, etc. Et ça, c'est pas problématique. Mais j'ai des fringues, de jolies fringues, adaptées, propres. Et sur moi, je suis propre. Et je veux avoir un bon contact. C'est-à-dire que, alors, aujourd'hui... Le respect. Oui, aussi. La poignée de main, c'est un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. Pourtant, c'est important. Mais c'est super important. Mais une marque, en tout cas, peut-être de respect, qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les deux. On marque déjà le fait qu'on est dans une relation win-win dès le début, en fait. Je dirais respectueuse. Respectueuse. Oui, respectueuse. Plus que pas de hiérarchie ou pas de win-win. Mais dès le premier contact, j'ai un contact respectueux. Après, David, il faut qu'il en parle parce que lui, il est très très fort sur ce premier contact. Alors, le premier contact. C'est une relation d'humain à humain, en fait. Il faut casser des codes, j'ai l'impression, moi, à chaque fois. Je me dis, c'est super important. On est tout le temps focus sur la négociation, le produit qu'on a envie de vendre ou l'entreprise qu'on représente. Mais avant de penser à ça, il faut se considérer, en fait. Et il faut aller chercher de la considération en face. Et tu as entièrement raison. C'est ton attitude, c'est la façon dont tu te présentes, c'est comment tu as préparé ça. Tout est important. Vraiment tout a son importance. Sans forcer en vrai, ça devrait être naturel de bien s'habiller pour un rendez-vous, pour vendre quelque chose. C'est important de le noter, parce que j'imagine que si vous en avez parlé, c'est que ça vous est peut-être déjà arrivé d'entamer une négociation, et parce qu'il n'y avait pas ces éléments qui sont pourtant importants, et tout de suite l'état d'esprit fait qu'on se dit que cette négociation va peut-être être un petit peu compliquée. Parce qu'il n'y a pas forcément eu cette marque de respect de l'heure, de la tenue vestimentaire. Oui, et puis après, pour certaines personnes, alors si c'est le vendeur, c'est gênant, quoi.
c'est pas important de bien s'habiller, c'est pas important d'avoir une chemise propre. Et ce sont des choses auxquelles certaines personnes ne font pas attention. Or c'est un peu la base. Alors moi, je voulais juste évoquer une petite anecdote. On a eu un rendez-vous il y a un peu moins d'un mois avec David dans une structure importante et qui va devenir partenaire de nos structures respectives. Donc j'étais avec David à ce rendez-vous et David, toutes les personnes que David croisait, David les saluait avec respect et avec chaleur. Et ça, je vais opposer cette attitude qui est pour moi excellente et primordiale, et comme le dit David, naturelle. Voilà, je suis naturel. Et c'est ce qui est le plus important, quoi. Avec l'attitude d'un de mes, on va dire, collègues chefs d'entreprise, que j'ai vu rentrer dans un de nos établissements sans dire bonjour au personnel. Voilà, et c'est toute la différence, vous voyez. Et là, le premier contact, la première impression que je fais, c'est très positif. Là, toutes les personnes étaient considérées, toutes les personnes avaient de l'importance, et puis on ne sait pas qui est là, et peut-être que dans une des personnes qui sont autour de nous, il y aura peut-être un autre futur client, un futur employeur. Un futur employeur. Donc l'importance d'avoir une petite considération pour tout le monde. Ça, c'est important. Et peut-être que la personne qu'on salue, qui est dans la rue, peut-être que ce sera la personne qui sera en face de nous lors de l'entretien, quoi. Donc voilà, après, là, je vais vous dire, c'est la bonne éducation, quoi, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on a des cours de sourire, on a des cours de gentillesse, on a des cours de sympathie, on a des cours pour ça. Alors que ça devrait être, dès l'éducation, ça devrait être dès le départ, en fait. Ça devrait être naturel qu'on soit sympa les uns envers les autres. Ça débloque beaucoup de choses derrière, vraiment. Ça ouvre les portes beaucoup, beaucoup plus facilement. Donc vraiment, Alors tu as dit un mot tout à l'heure qui était important, c'est on est dans l'humain, quoi. Voilà, c'est au centre de toute négociation, il y a l'humain. Voilà, c'est la base de tout, quoi. Et du coup, les humains, tout autour. Oui, bien sûr. Après, on parlait aussi, donc la question c'était comment structurer, mais c'est vrai que l'humain est très important, mais pas ne perdre de vue non plus les objectifs. Parce qu'on peut passer des heures à papoter, à parler, à se découvrir, à échanger, c'est toujours très agréable. Mais j'imagine que chacun a des objectifs. Comment se les fixer, comment on sait qu'on les a atteints, voilà, parce qu'une négociation peut durer des heures, j'imagine. Mais voilà, comment savoir à quel moment que les objectifs respectifs sont atteints, plutôt win-win. Voilà, comment vous sentez ça ? Une négociation, elle peut durer des heures, elle peut durer des jours, des semaines, des mois, voire même plusieurs années. Ça dépend ce qu'on vend, ça dépend ce qu'on veut nous prendre. Mais tu as raison, à un moment donné, il faut pouvoir dire, bon allez, on passe au vif du sujet, on est là pour ça. Et là, on se concentre sur ça, quoi, clairement. Mais là, il y a une rupture entre la partie humaine, la partie où, je dirais pas qu'on se fait des courbettes, mais presque, puisque c'est ça la sympathie entre les gens aussi. Et on peut pas le faire en même temps, par exemple, parce que les objectifs, ça mène de différentes manières. On peut les checker. J'imagine que dans une négociation, il y a toujours différentes... il y a un objectif à atteindre, mais c'est pas forcément il y a aussi tout ce qui le constitue. Donc le checker en même temps, de la découverte, ou... voilà, comment vous procédez En fait, il y a tellement de typologies de vente et de négociations différentes et de personnes différentes. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'avais une négociation pour racheter un centre de formation. Donc, j'ai échangé avec le propriétaire de cette école. Et en fait, dès qu'on abordait la partie financière, je ne pouvais pas aborder cette partie avec lui. Il fallait que je traite avec la personne qui l'accompagnait. Lui n'abordait jamais en direct la partie financière. Voilà, donc c'est plus compliqué qu'il y a deux interlocuteurs. Oui, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, c'est une personne qui était très mal à l'aise de parler argent. De parler argent. Donc argent, il en parlait avec son conseiller, mais pas en face de moi. Et donc moi, je ne parlais argent qu'avec le conseiller. Donc après, un vendeur ou un acheteur, il faut qu'il soit aussi très à l'aise
avec cet aspect-là, quoi. Ça me fait penser que c'est important de savoir qui est décisionnaire aussi dans la négociation. Il n'y a rien de pire, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, de passer des heures à négocier avec quelqu'un et la personne dit à la fin « Ah, mais c'est pas moi qui... » J'allais en venir parce que, en fait, ça ralentit ta négociation, ça ralentit ton travail, ça ralentit plein de choses, c'est justement d'être devant les mauvais interlocuteurs. Ou c'est pas forcément les mauvais, mais ce sont les représentants de ceux qui vont, à un moment donné, appuyer sur les boutons. Sauf que, très souvent, la communication n'est pas fluide entre les interlocuteurs. Donc on repart de zéro à chaque fois avec chacun. Et on est obligé de le faire de toute façon, puisqu'on s'adapte à la personne qu'on a en face. Et ça prend du temps. Ça, c'est vraiment... Et ça rentre dans les étapes, c'est de se dire, ok, j'ai fait mon discours, il est rodé, je sais ce que je vends, je suis content, voilà, tout se passe bien. Mais bon, c'est pas acquis, et puis c'est pas la bonne personne. Donc je vais recommencer. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et je recommence. J'ai pas peur de le refaire, c'est pas grave. Je me dis pas, c'est bon, ils se sont dit les choses. Oui, voilà, bien validé. Ils se sont pas dit. Chaque étape, j'imagine. Personne peut vendre mieux ce qu'on a à vendre que soi-même, c'est sûr. Ouais, c'est-à-dire qu'après, le vendeur, on va l'appeler simplement comme ça, il faut qu'il appréhende aussi le fait que certains échanges, certaines négociations vont durer, et avec des interlocuteurs différents. Et avec certains interlocuteurs, ça ne se passera pas bien. Et c'est pas pour ça qu'il doit se décourager, c'est pas pour ça qu'il doit s'énerver. Il faut faire très attention aussi à son attitude par rapport à ça, parce que bon, on va peut-être aborder aussi ces techniques de déstabilisation, etc. Mais voilà, je peux m'engager dans la durée. Il faut que je sois prêt à ça. Voilà. On peut rebondir sur l'état d'esprit. Je pense que ça fait toujours partie de la structure d'une négociation, l'état d'esprit. Comment est-ce que vous vous préparez aussi à ça? Quel est votre état d'esprit dans une négociation? J'imagine, et ça vaut aussi dans la vie, de toute façon, on peut toujours faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre vie, mais si on est positif, il y aura sans doute une issue positive, alors que si on part un peu dans un état d'esprit pas forcément gagnant, mais un peu défaitiste, ça ira dans ce sens. Après, on peut continuer à dire que tout est beau et tout est rose, et on mentirait. Tu as raison d'aller sur ce terrain-là, puisque il y a des jours où on n'est pas bon. C'est tout. Il y a des jours où on ne se lève pas du bon pied, il y a des jours où on apprend une mauvaise nouvelle, il y a des jours... Sauf que la négo tombe ce jour-là, on a beau avoir préparé tout, ou pas bien d'ailleurs, on peut aussi avoir mal préparé les choses. Bref, on en arrive à un schéma où c'est un peu bancal, mais c'est de notre faute. Et ça, il faut en être conscient, il ne faut pas avoir peur de se dire j'ai raté, je me suis trompé, j'ai mal fait. Mais cet échec-là, c'est une force en fait, en vrai. C'est ça qui forge pour la suite des choses. Parce que comment je vais faire pour mieux faire, qu'est-ce qui s'est mal passé, où est-ce que je me suis planté, et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ça finalement. C'est ça l'attitude derrière, c'est de rebondir dessus, c'est de s'en servir en fait. Mais si c'est un échec, c'est pas grave. Un thème très à la mode, tout ce qui est résilience, maintenant aussi beaucoup. Tout à fait, mais c'est vrai. Mais bien sûr, analyser aussi, c'est là où on a un peu moins pêché. Et l'état d'esprit, du coup, David, comment vous préparez, vous, cet état d'esprit? Donc, vous parliez des fois des nouvelles qui peuvent impacter la négociation qui va avoir lieu. Comment vous préparez Après, ça? peu importe, le seul état d'esprit que je veux avoir, moi, quand je suis en face des gens, et j'ai de la chance pour ça avec l'Académie du Tourisme, c'est d'être sûr de ce que je vends aujourd'hui. Le produit. Aujourd'hui, je me sens fort, en fait. C'est ça. Je suis armé, j'ai des gens derrière moi, Jean-Luc notamment, Romu, avec qui on travaille tous les jours, costauds. J'ai des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui sont sûrs d'eux aussi et qui prouvent. Aujourd'hui, on prouve par du résultat, par de la réussite, par nos prescripteurs, par tout le monde. Donc, quand j'arrive devant quelqu'un, je me sens fort parce que je sais que j'ai tout ça derrière moi, en fait. D'accord. Donc, je suis très optimiste. Donc, très accompagné, vous vous sentez accompagné. Tout à fait. Et Jean-Luc, comment vous préparez mentalement l'état d'esprit? En fait, je trouve que le job de négociateur, de vendeur, ressemble parfois beaucoup à celui de chef d'entreprise, en fait. On doit être positif. D'accord. La base des bases, c'est qu'on doit être positif, on doit y croire. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Et le deuxième élément, après, c'est lié aussi à notre tempérament, mais je pense qu'on l'a tous. Quand on est dans ce domaine-là, il faut être déterminé. D'accord. On est déterminé. Parce qu'on sait qu'on va prendre des coups. On sait qu'on va prendre des coups des concurrents. On sait que des fois, on sera... Pour nous, la vente est faite. Et puis qu'à l'arrivée, elle ne sera pas faite. On va avoir beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs. J'ai rencontré un chef d'entreprise américain qui me disait, honnêtement, Jean-Luc, pour réussir,
il faut avoir échoué. Donc ça, c'est très américain. Ça, c'est très américain. C'est très, Chez nous, très américain. c'est Et c'est ce qui forge, c'est ce qui Oh, forge mais c'est pas faux. son... Mais Non, c'est mais pas faux, hein, pas c'est du ce qui tout. forge son caractère. Alors, sans aller jusque-là, sur 10 prospects, on va faire combien de ventes? Donc, on aura combien d'échecs? Donc, c'est ça, il faut être prêt à gérer et à encaisser tous ces, entre guillemets, ces petits échecs, hein, ces aléas. Ça fait partie de notre job. C'est comme ça. On a une question justement, dans une négociation, si je pars en position de faiblesse, comment rétablir l'équilibre? Ou voilà, ça peut arriver aussi de rentrer dans une négociation et on sait qu'on n'a peut-être pas toutes les billes. C'est pas une question simple. J'ai peut-être un bon conseil pour ça. Ah. Il faut privilégier l'écoute dans ce cas-là. D'accord. Pas trop parler. Il faut peut-être laisser la personne en face de nous. Pour avoir des éléments absolument. À réutiliser après. Puisqu'on se nourrit, je disais tout à l'heure, on se nourrit de la personne qui est en face de nous et de ce qu'elle a à dire. Dans le tourisme, j'ai appris une chose et je l'utilise tous les jours. La seule histoire qui intéresse la personne qui est en face de vous, c'est la sienne. Et puis dès que vous partez de ça... Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois comme ça? La seule histoire qui intéresse la personne qui est en face de vous, c'est la sienne. Très bien. C'est tout. Donc c'est important de laisser parler les gens et de les écouter. L'écoute aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un moteur de vente aujourd'hui, l'écoute, hein, sur tous les réseaux et tout, je le vois. Hein, apprenez à sourire, apprenez à écouter. Mais c'est vrai, hein, il n'y a pas Mais de triche si les deux là-dessus. personnes sont dans une attitude d'écoute? Ça va pas beaucoup parler. Ça peut... Non, mais enfin, en tout cas, il faut poser les bonnes questions, du D'accord. coup, pour Et faire puis parler après, la personne. l'échange se crée. Non, si les deux personnes sont en position d'écoute, c'est très positif, hein, parce que c'est plutôt rare ça. Hein. Moi, je rejoins tout à fait David. Hein. Les gens, ils aiment bien qu'on parle d'eux et s'exprimer sur eux. Regardez les conversations de tous les jours. Hein, vous allez dans un restaurant, vous avez des gens qui parlent entre eux. En fait, souvent, c'est pas très sympa ce que je vais dire, hein, mais souvent, ils parlent entre eux, mais en fait, ils s'écoutent pas. Ils s'écoutent pas. Or, et là, je pense qu'on va toucher au point clé de la négociation. Ce qui fait qu'on va réussir. Au-delà de la bonne prise de contact, du bon relationnel que peut avoir David avec tous les gens qu'il rencontre, le point clé, c'est la phase de découverte. Et c'est d'écoute active. C'est les questions que je vais poser. Mais je vais poser des questions parce que ça m'intéresse. Je pose des questions parce que ça m'intéresse. Je ne pose pas des questions parce qu'on m'a dit qu'il fallait poser des questions. Hein. Non, je pose des questions parce que ça m'intéresse. Mais le sujet, je l'ai préparé aussi. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, avec un questionnement pertinent ben, je vais avoir des réponses pertinentes. Et petit à petit, la personne en face de moi va se découvrir. Et ce n'est pas un vilain mot hein, que de se découvrir. Hein. Pour moi, une négociation, il faut qu'elle soit le plus naturelle possible. Mais pour qu'elle soit le plus naturelle possible, ben, ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de votre personnalité et ça dépend de vous. Moi, hier, j'avais un échange, une négociation avec un commercial très très dur. Mais je suis obligé de passer par lui. Donc, mes directrices, elles ne veulent pas négocier avec lui. Et donc, c'est moi qui traite la négociation avec lui. Et c'est vrai, je lui ai dit, vous êtes super dur. C'est super dur. C'est pas mon approche. Qu'est-ce qui était dur du coup? C'était sa manière de faire? Oui, c'est ça. C'est une manière de faire qui est très commerciale, très dure. Il est un peu, on parle de cette position de force, c'est-à-dire qu'il est dans une position de force. Comme il est dans une position de force, ben, bien entendu, il joue là-dessus. Sauf que sa position de force a trop joué là-dessus. Si je joue trop sur ma position de force, ben, je vais passer à côté aussi de certaines opportunités. Nous, aujourd'hui, par exemple, on représente un très grand groupe. On représente le groupe Eureka Éducation. Ben, je n'y ai pas ouvert les portes de Eureka Éducation. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il s'est fermé d'une certaine manière un peu certaines portes, de par, il avait peut-être son objectif un peu trop en tête, et il a oublié l'environnement aussi, et peut-être aussi, alors je prends comme exemple, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a fait, mais s'il s'était préparé, savoir que l'Académie fait partie du groupe Eureka. Non, il le sait tout ça, oui. D'accord, donc c'était peut-être son objectif aussi. Son objectif, en fait, il avait deux objectifs. Son premier objectif, c'était d'obtenir le meilleur prix. Bien sûr. D'accord. Et le deuxième objectif, c'était de rentrer dans le groupe Eureka. Mais en fait, comme il a trop forcé la main sur le prix et que j'ai été obligé de céder en partie, alors lui aussi, il a fait un effort, d'accord, mais ça m'embêtait franchement de céder. Je ne trouvais pas ça normal.
je lui ai dit, hein, après, moi j'aime bien exprimer les choses. Communiquer, bien sûr. Oui, communiquer. Après, je veux dire, en toute transparence, et puis sans être cassant. Hein, je veux dire, c'est important de dire les choses, en toutes circonstances, même lors d'un entretien de recrutement. C'est important, on se dit les choses, d'accord. Par contre, les gens, ils ne sont pas toujours habitués à ça. Donc, il était focalisé sur son objectif. Et après, le deuxième, il faudrait m'ouvrir. Non, je ne vais pas ouvrir les portes. On va attendre pour ouvrir les portes. Et là, pour l'instant... Faire ses preuves aussi, après, voir si la relation est saine. C'est super intéressant ce qu'on est en train d'évoquer là, parce que je peux aussi, moi, être cette personne-là, être en face de cette personne-là et me dire... je peux être ce vendeur, je peux venir me présenter devant quelqu'un avec qui j'ai absolument envie de travailler, parce que c'est une marque, par exemple. Bien sûr. Venir vendre mon produit, puis finalement la personne que j'ai en face de moi, elle ne me correspond pas du tout. Mais quand je dis elle ne me correspond pas, elle ne va pas correspondre à l'Académie Tourisme, à Néosphère, à Académie, à Eureka, peu importe tout ce qu'il y a derrière, elle ne va pas correspondre. Et à ce moment-là, nous, on est venu avec cet objectif, ce focus, en se disant il faut qu'on travaille avec, ça va marcher, c'est fort pour nous, c'est important pour nous et autres. Sauf que travailler avec les mauvaises personnes, c'est pas vrai, c'est tout l'effet inverse qui se passe. Et donc là, il faut avoir cette aptitude pendant la négociation à se dire non, mais en fait, il ne faut pas. Alors qu'on était persuadé. Donc s'adapter, voilà, peut-être. Oui, parce que cette personne-là nous montre qu'il ne faut pas en fait. Alors, je partage tout à fait la position de David. Alors ça, là, on rentre dans le dur là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais focalisé sur cet objectif. Alors je ne parle pas de la négociation de dire, mais sur un objectif, on va dire lambda. Et puis je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors pas nécessairement sur les aspects financiers, hein, mais des fois que sur les aspects humains. Et là, je me dis que si on fait, on va peut-être se fourvoyer. Et peut-être que même si c'était un objectif magnifique, qu'on était très attaché à cet objectif, de se retirer. D'accord. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Il faut pas avoir peur de se retirer, quoi. D'accord. Et là, c'est prendre du recul. Hein. C'est vraiment prendre de la hauteur et éviter de penser à l'objectif, mais penser plus l'entreprise, en fait. À se dire, est-ce que je ne suis pas en train de mettre en danger d'autres vecteurs qui font qu'on est en position de force, justement. Oui, mais parce que, après, ce qu'il faut savoir, vous le savez, hein, de toute façon, parce que vous faites partie du groupe, c'est-à-dire que les valeurs humaines de notre groupe sont réelles. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a peut-être des structures, des partenaires, des gens qu'on pourrait racheter, avec qui on n'a pas envie de le faire. Pour simplement des questions, on va dire, de connexion humaine. Alors, c'est peut-être, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, pas du tout, mais c'est qu'on n'est pas... Voilà, on ne regarde pas dans le même sens, on ne parle pas le même langage. C'est peut-être quelqu'un qui rentre dans les bureaux sans dire bonjour au personnel, etc., etc. Voilà, en fait, c'est des petits détails. Et moi, je vais vous dire une chose. Alors, vous savez, j'ai racheté plusieurs entreprises. J'adore arriver en avance et arriver à l'accueil et en fait d'observer les gens qui travaillent dans l'entreprise. Et rien qu'en observant, déjà, on voit des choses. Déjà, on voit des choses. Et puis après, vous avez votre principal interlocuteur qui arrive et vous voyez l'attitude de son personnel, de son équipe par rapport à lui. Et là, vous vous dites aïe. Ou vous vous dites non, c'est bien. Alors là, je fais un vrai lien entre une phase de négociation, qu'on soit entre directeur, PDG ou décisionnaire ou autre, et un apprenti ou un apprenant qui se présente. J'allais rebondir exactement là-dessus. On peut faire le même parallèle pendant un entretien de recrutement, d'arriver aussi un petit peu en avance, de voir comment ça se passe dans l'entreprise. Mais c'est donnant-donnant. Il faut qu'également nous, on puisse l'accueillir. Pendant l'entretien aussi, c'est important pour quelqu'un qui a un entretien de recrutement d'être en accord avec ses valeurs et de poser les bonnes questions. Il y a certaines questions qu'on ne peut pas poser, mais il n'y a pas de questions taboues pour savoir si on va vraiment avoir une relation saine à l'avenir, même si notre objectif premier, c'est peut-être d'avoir un job, d'avoir ce job-là parce que l'entreprise nous faisait rêver et qu'au final, se rendre compte que peut-être pas, on s'était peut-être imaginé certaines choses. Et d'être en adéquation avec soi-même et des fois l'objectif de l'adapter et savoir, pas forcément dire non, mais en tout cas s'adapter dans son discours, que ce soit pour un entretien de recrutement en alternance même ou CDI, CDD, peu importe quoi. Du coup, tout à fait. Voilà, on est d'accord. Tout à fait. Pas mieux. On parlait objectif, justement on avait une question plutôt sur la clôture de la négociation. Pour vous, quand est-ce que ça se clôture? Comment vous clôturez une négociation?
Alors, déjà, il faut être très à l'aise avec, avec cet aspect de clôture et avec l'argent. Voilà. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment être à l'aise. Ça fait partie de l'échange. Il y a beaucoup, alors c'est étonnant, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Bien sûr. Et bon, je ne peux pas faire de vente sans, à un moment donné, parler d'argent, quoi, y compris dans le cadre d'un recrutement. On parle de salaire, quoi. L'argent, on en parle tout le temps. Donc, il faut être très à l'aise avec ça. C'est quelque chose qui doit être vraiment naturel. Et donc, si vous êtes vraiment à l'aise avec ça, on arrivera naturellement à cette position-là. Alors après, ça dépend aussi de comment vous avez mené votre négociation. Hein. La négociation, elle se mène notamment par un plan de questionnement qui est de plus en plus fin. Hein. On est dans ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir, hein, tout à fait. Question au début très très large, et puis après petit à petit des questions de plus en plus fines, et où on est quasiment sur le pré-accord, l'accord du prospect. Donc après, naturellement, on est sur l'accord, donc juste après à valider cet accord. Alors la validation de l'accord, ça dépend de ce qu'on commercialise. Hein. Ça ne va pas toujours se faire lors du rendez-vous, quoi. Oui, donc voilà, la négociation ne se termine pas forcément à l'heure de fin du rendez-vous. David, vous, votre avis, comment vous clôturez une négociation? Quand est-ce que ça se termine? Moi, je suis un peu plus catégorique, là, je vais dire, c'est quand j'ai signé, c'est quand je suis payé, et quand... je vais dire que là, ou quand j'ai signé une convention, au moins, pour dire, voilà, on travaille ensemble, on est ensemble, et on avance dans la même direction. Ce que tu dis, par contre, ça, c'est important. Hein, D'accord. Donc une validation écrite, plutôt, ou est-ce que pour vous, une validation orale, ça vaut pour une conclusion d'une négociation? Avec certains décisionnaires, oui. Oui, parce que pendant la négociation, on peut avoir des relations de confiance qui se créent. La confiance, oui. Et cette confiance-là, des fois, il faut peut-être mieux pas signer quelque chose, en fait, justement pour montrer qu'elle est là, la confiance. D'accord. Et derrière, après, c'est le travail qui paye. Hein. C'est ce qu'on vend qui fera le travail, clairement. Il faut avoir vraiment confiance à ce qu'il y a derrière. Hein. Ça, c'est essentiel. Après, ce qui est très important, alors une parole, c'est une chose. Alors effectivement, tout dépend qui donne cette parole, quoi. Mais c'est bien de récapituler l'accord par le biais d'un mail. Donc ça, c'est très important. Et le mail ne doit pas être fait dans l'urgence. Il doit être fait de manière très posée. Il faut se relire, même plusieurs fois, voir si on a bien abordé tous les points, etc. Pas de faute. Pas de faute, effectivement. Et d'obtenir l'accord écrit, cette fois-ci, de notre prospect. On a un échange écrit, voilà, ça c'est un point qui est important. Même si ce n'est pas la signature d'un contrat, en tout cas. Alors après, selon ce qu'on commercialise, des fois on va faire valider un devis. Voilà, hein, je veux dire, ça dépend simplement. Tout dépend sur quoi on est positionné. Si on vend un appartement ou une maison, c'est une promesse de vente, etc. quoi. Donc, Je suis désolé, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le rapport à l'argent, parce qu'il y a plein de gens qui ont ce problème de rapport à l'argent dans la vente. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre comment circule l'argent, en fait, aussi. Et ça, c'est important, de comprendre d'où vient l'argent, ce qu'il en est fait, et de comprendre qu'il y a des paliers et que les négociations, elles se font en fonction de ces paliers. Et du coup, après, on est un peu plus tranquille avec l'argent. Ça devient c'est vrai même... qu'une fois qu'on a validé, de savoir comment ça va être utilisé, comment ça va être fait, on est plus à même à valider. Tu signes un contrat à 1 million d'euros, ça devient normal, puisque derrière, il y a une machine. Oui, c'est le prix, de toute façon. C'est le prix. Il y a toujours une question aussi qui se pose. Qui annonce en premier le montant ou le prix, justement, pour crever l'abcès? Je sais que j'ai souvent entendu cette question qui fait débat. Moi, je dirais le premier qui pose la question à l'autre. Alors, elle vaut dans un entretien de recrutement, mais elle vaut aussi dans une relation vendeur-acheteur. Vous, quelle est votre position là-dessus? Vous êtes plutôt le premier à dire voilà, mon service il vaut tant, ou moi je vous l'achète à tant, ou vous attendez que l'interlocuteur en face de vous en parle? Pour moi, c'est le vendeur. Hein. Le vendeur ou entre guillemets le recruteur, quoi. C'est lui qui mène, c'est lui qui doit dire. Hein, et s'il ne le fait pas, est-ce que vous allez poser la question? Parce que peut-être que c'est une technique. Justement, on va aborder après les techniques, mais peut-être que c'est sa technique à lui. Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes acheteur et qu'il ne le fait pas, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant.
Alors, moi, je vous avoue que là-dessus, je suis plutôt ferme, quoi. Je suis plutôt embêtant à ce niveau-là quand j'ai un vendeur qui ne veut pas me donner son prix parce qu'il est en train de m'expliquer tout ce qu'il veut. Hein. Il fait son métier, quoi. Moi, j'aime savoir où je vais, quoi. C'est obligé, quoi. Et donc là, c'est vrai que je vais l'amener à m'avancer un prix. Oui. Voilà. Alors après, il va sortir de ça. Hein. C'est-à-dire que il va pas. Non, il va vous dire une fourchette. Ça dépend, etc. Donc mais c'est pas grave, il faut pas le lâcher, quoi. C'est-à-dire que là, on va approfondir. Ok, ça dépend de quoi. Quels sont les paramètres qui font varier un prix de temps à temps, etc., quoi. Voilà. Ouais, et en plus, là, on rentre typiquement dans du comportement de la négociation d'aujourd'hui et pas d'hier. C'est qu'il y a une politique de transparence de tarifs, de prix, où de toute façon, à un moment, toi en tant que client, tu sauras ce que payent les autres. Et ça ne rentre pas forcément en faveur de vendeur à ce moment-là. Moi, je te rejoins. Autant je dis celui qui pose la question en premier, autant je dis c'est quand même au vendeur de dire son prix. Hein. Après, s'il y a négociation de tarifs ou autre, maintenant il faut descendre 10%. Ça, justement, ça fait partie du schéma qui est derrière, des prochaines étapes, on va dire. Mais par contre, un prix, il est fixé au départ. Hein. Moi, mon produit se vend tant. Donc le meilleur prix, parce qu'on a cette question, comment négocier au meilleur prix? Le meilleur prix, c'est de toute façon, dans la relation win-win, comme on disait, c'est toujours en gardant de la marge. Hein, j'imagine pour le vendeur, c'est quand même son objectif, mais aussi pour l'acheteur, ce qu'il pourra lui acheter et que son entreprise reste saine en achetant ce produit. Après, ça dépend ce qu'elle veut acheter l'entreprise ou cette personne aussi. Hein. Y a des rapports qualité-prix, il y a le marché, c'est ce que tu dis, hein, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte en fonction de la vente on s'adapte en fonction de la vente, hein, tout simplement. Mais il vaut mieux être transparent quand même, c'est important. Bon, on parlait prix. Maintenant, parlons d'un petit peu plus des bonnes pratiques techniques. Donc, pour rebondir un peu sur la technique de celui qui annonce en premier le tarif ou le prix, vous, quelles sont vos techniques, sans dévoiler vos secrets, mais vos techniques de négociation qui fonctionnent ou que vous aimez avoir? Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même des techniques. Bon, David, on a bien compris, l'humain est important aussi. Jean-Luc, la préparation. Mais est-ce que vous avez aussi des petits conseils Alors, après, tout dépend de la typologie de la vente. Hein. Des fois, il y a des ventes où il faut être très très rapide. Y compris des ventes très importantes. Hein. L'achat d'une entreprise ou l'achat d'une maison ou d'un appartement. Donc, il faut être très très rapide. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à très très rapide. Mais des fois, c'est le contraire. Des fois, il faut savoir aussi se donner du temps. En fait, celui qui a du temps, qui a du délai, en fait, tout à l'heure on parlait de position de force, mais c'est plutôt cette personne qui est en position de force. Donc après, vous êtes vendeur et vous voulez faire plus court. Votre job à vous, c'est de raccourcir ce délai. Et là, c'est pas évident, hein, d'accord? Donc celui qui maîtrise le temps, il maîtrise beaucoup de choses. Hein. Mais après, au niveau des techniques, moi, il y en a une que j'aime bien. Alors, j'aime bien le délai. J'aime bien me donner du temps, j'aime bien faire durer les choses quand je peux le faire, parce qu'en fait, ça me permet de prendre pas mal de recul et de voir aussi l'attitude, le comportement, soit du vendeur, soit de l'acheteur, hein, ça dépend. Hein. Moi, je me positionne dans les deux situations. Et souvent, dans le délai, en fait, c'est là où on va observer des comportements qui sont un petit peu dérangeants et donc vous dire, oh là, j'ai un petit risque. Je vais peut-être reporter ou ne pas faire du tout. Donc ça, c'est un premier point. Si j'ai la possibilité d'utiliser cette technique de gagner un petit peu du temps, je vais le faire. Le deuxième point, j'aime bien. Alors par contre, j'aime pas qu'on me le fasse. C'est pas bien hein, de dire ça, mais c'est l'effet Colombo en fait. C'est-à-dire que vous avez négocié, c'est-à-dire on est d'accord sur tout, etc. Et puis on va signer quasiment, quoi, puisqu'on est d'accord sur tout. Et là, vous rajoutez, vous redemandez quelque chose. Et en fait, comme on va se mettre à la place du vendeur, le vendeur, donc moi je suis acheteur, le vendeur, il est OK sur tout. Donc la négociation, elle a été un peu tendue quand même, hein, sur certains aspects, etc. Il est content, c'est bon, il a son accord. Et là, vous lui redemandez autre chose. Alors, ce ne sera pas nécessairement sur le prix. En fait, là, c'est une nouvelle négociation. On ne peut pas... on rajoute. En fait, on rajoute. Alors, ce n'est pas une nouvelle négociation. On est toujours sur la même négociation. Sauf que lui, ça y est, il s'est relâché.
pour lui, c'est fait, et que vous demandez un nouvel avantage. Mais comme je disais, pas nécessairement sur le prix. Peut-être que vous allez lui demander, ben voilà, pour le même prix, peut-être tu peux me mettre 10% de plus en quantité. Ou, ok, au niveau des délais de paiement, alors qu'on avait tout validé avant, on fait un gros effort. Tu ne peux pas nous étaler le paiement sur 12 mois, etc. etc. Donc, c'est des petits éléments qui se rajoutent après. Par contre, c'est très désagréable. Oui, voilà. Donc, il faut savoir. Sentir un peu, il faut savoir la mener. Il faut savoir la mener. Par exemple, je n'y ai pas pensé. Voilà, j'ai oublié. En fait, c'est pas vrai. C'est sûr que vous y avez pensé, quoi. Alors, par contre, quand on vous le fait, il faut savoir l'accepter. Et moi, récemment, j'ai refusé. J'ai une très longue négociation sur un projet très impliquant, très important, que je voulais vraiment faire. Et on était d'accord sur beaucoup de choses, alors que le vendeur avait demandé beaucoup de choses, d'accord, et on avait validé la plupart de ces éléments-là. On est d'accord sur le prix, on est d'accord sur les modalités de paiement, vous vous rendez compte jusqu'où on a été. Et il a rajouté quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas... en fait, il voulait que je supporte toute la garantie. Et c'était quelque chose de très important. Ouais, de très important. Et en fait, il a utilisé cette technique parce que c'est un très bon négociateur, très averti. C'est quelqu'un qui a beaucoup négocié avec la grande distribution, etc. Donc des négociations qui sont très dures. Et il rajoute ça. Et en fait, pour moi, c'était la petite goutte. Mais qui était un peu trop grosse pour être rajoutée. Qui a fait déborder le vase. Et là, j'ai dit, hop, là, c'est pas bon. Là, je suis obligé de me retirer. Voilà. Et David, quelques techniques Alors, je vais surtout rebondir sur ce qui a été dit, parce que moi, ma technique, je vous l'ai dit, c'est d'être assez au feeling, même si j'utilise un bon discours, que je prépare tout et autres. Mais par contre, là où j'ai mes limites, je pense, dans la négociation, moi, c'est là, justement. C'est dans ce moment où, parce qu'on me l'a fait faire à l'étranger, ça. Et à l'étranger, ils sont super forts pour ça. Pour tout conclure, tout est OK, et puis au dernier moment, le petit truc. Et ça me met dans une situation de malaise et de mal-être, où mon côté humain ne le supporte pas, en fait, j'y arrive pas. Et là où je clairement, dans la négociation, c'est là où je suis pas bon, moi. Parce qu'il faut aussi reconnaître et connaître ses forces et ses faiblesses dans la négociation. Et autant je suis très à l'aise sur les 90% d'avant, on va dire. Et quand pour moi, c'est ficelé, c'est ficelé. Quand on me le fait, ça m'énerve. Et le faire, alors là, c'est encore plus horrible. Ça, j'y arrive pas, clairement. C'est là où je pense que j'ai encore à apprendre. Ou pas, ça dépend de moi aussi. J'ai un proche, je rebondis là-dessus, qui justement connaît aussi cette faiblesse chez lui et qui disait qu'il faisait toujours ça à deux, mais que du coup l'acheteur ou le vendeur était au courant. Mais qu'il y avait donc la personne qui faisait toute la phase négociation, modalité, etc. Et puis il y avait la personne qui concluait, mais en étant honnête sur savoir qui était décisionnaire sur quoi, mais les deux étaient totalement complémentaires, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec certaines problématiques ou thématiques. Après, c'est voilà, d'être en connaissance de cause. Moi, j'ai du mal à pousser les gens dans leur retranchement, parce que là, c'est ce qu'on fait, clairement. Tout le monde pense que tout est OK, et au dernier moment, c'est pas prévu. Et ça offusque les gens, ça les contrarie. Et des situations de contrariété, ça se laisse planer quand même une atmosphère qui ne me correspond pas. Moi, j'aime pas ça. D'accord. Alors après, tout dépend comment a été menée la négociation. Moi, honnêtement, quand on m'a fait sur ce projet-là, cette technique, c'est de l'effet Colombo, quoi. Ouais, j'ai pas apprécié, bien sûr, mais honnêtement, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Voilà, alors après, je me suis retiré. Que vous lui avez dit ? Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, j'ai dit. Mais j'ai dit pourquoi je me retirais aussi. Alors que franchement, il y avait tout pour qu'on fasse. Et que je me suis rendu après, alors pour tout vous dire, pour être transparent avec vous, ça faisait partie des projets de développement d'Icademy et de l'Académie du tourisme dans le domaine viticole. Donc c'était un très beau domaine. Et je me suis rendu après m'être retiré, je me suis rendu dans le domaine et j'ai passé un très bon moment, parce qu'il y a aussi une belle table, etc. Et donc c'est pas parce qu'on se retire qu'on est fâché et que c'est fini. Et peut-être que demain ou après-demain, on aura une nouvelle opportunité pour rediscuter. Voilà, il ne faut pas oublier, c'est jamais fini. Et ce qui est très important, même si la négociation a été très très dure, c'est de ne pas se fâcher.
D'accord. Voilà. Partir quand même en bon terme, même si on n'a pas conclu, même si on n'est pas... Comme pour un recrutement, hein, vous ne recrutez pas la personne, ou la personne ne veut pas venir chez vous, voilà, c'est pas pour autant qu'on va se fâcher, hein, parce qu'on sera amené à se rencontrer plus tard, quoi. D'où l'importance, pour juste faire une digression là-dessus, sur le réseau aussi, parce qu'on ne sait pas si on ne sera pas amené à retravailler avec d'autres personnes après. Et on parlait de ça en off, mais des prescripteurs aussi, hein, c'est-à-dire que une négociation, on parlait de la préparation, mais des fois, la négociation peut avoir été entamée par des collègues, des amis, d'autres clients, avec la personne avec qui on veut travailler. Et c'est aussi travailler ça et, comme vous le dites, hein, terminer une négociation en bon terme, même si on n'est pas arrivé à la conclusion sur laquelle on voulait être, en tout cas. Juste une petite question aussi liée aux techniques, mais comment tourner un échange à son avantage sans paraître trop insistant? C'est-à-dire comment vous arrivez à trouver la limite entre l'agression et la soumission sans vraiment être dans ces extrêmes. Mais, Alors, vous voyez le terme que vous utilisez, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à éviter. En tout cas, nous, ça ne fait pas partie de nos approches, même si la négociation est dure. Ce qui est important, c'est de rester bienveillant. Et le deuxième aspect lié à ça, à cette bienveillance, c'est de rester le plus naturel possible. Et donc, en fait, c'est comme ça que les choses vont se passer. C'est que plus vous êtes naturel, plus vous mettez à l'aise votre interlocuteur, et plus l'échange, du coup, va être fluide et va bien se passer avec la personne. Même si on peut ne pas être d'accord sur le prix, sur certaines conditions, et se le dire, quoi. C'est pas grave, hein, on peut se le dire. Bon, on est d'accord sur quasiment tout, mais là-dessus, on n'est pas d'accord. Si vous voulez, on prend un petit peu de recul sur notre échange, et on échange, on reprend un rendez-vous, etc. Et donc après il va y avoir cette notion de temps. Et lié à cette notion de temps, alors, il y a une part de risque, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une tierce structure qui peut s'immiscer dans la négociation et emporter l'affaire. On est d'accord, hein. Mais avec cette notion de temps, si vous la tournez bien à votre avantage, c'est peut-être votre interlocuteur qui va dire « Allez, c'est bon, j'ai compris, on est OK, je suis OK avec vous, on se met d'accord là-dessus. » Ou alors, après, très classique, très classique, on fait 50-50. Voilà, vrai. Ça se fait beaucoup. Alors c'est basique, hein, ça a toujours existé ça, mais ça marche encore. Hein. D'accord. David pour rebondir sur la question comment faire tourner à son avantage, et pour rejoindre tout ce qui se dit là, hein, en fait on tisse une toile d'araignée. Je viens sur mon échange, je rencontre les personnes et je laisse une bonne image, je laisse un bon souvenir en fait. Que la négociation aboutisse ou non, peu importe. Parce que tôt ou tard les connexions vont se faire. Et il y a un paramètre qui rentre en considération, qui n'est pas à négliger, hein, t'en parlais rapidement tout à l'heure, mais il est là, c'est le concurrent. Et le concurrent, quand toi tu arrives avec ton produit et que tu es sûr de ton produit, à un moment donné, il te fait plus peur en fait. Donc tu n'as pas peur de dire à ton interlocuteur, testez le concurrent, testez-nous, et puis faites le comparatif. En fait, vraiment, est-ce que le produit vaut Et en ayant laissé un bon message, un bon souvenir, une bonne image de toi et de ce que représente ton produit, nous, l'Académie du tourisme en l'occurrence, je sais que naturellement, les gens, à un moment donné, reviendront vers nous, puisqu'ils se diront, attends, je reprends la phrase de notre président, hein, Romuald Rétien, aujourd'hui, puisque c'est son leitmotiv, il dit, aujourd'hui, en 2021, seule la compétence ne suffit plus. Il y a un savoir-être, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a une ADN. En fait. On parle beaucoup aussi actuellement de l'expérience utilisateur et de l'expérience qu'on a où on va. Typiquement, on le voit dans un restaurant, si le service était impeccable, ça peut faire la différence avec le restaurant d'à côté. Et c'est la même chose, j'imagine, dans une négociation. Si la personne, vous êtes peut-être le deuxième ou troisième vendeur qu'elle voit, oui, mais vous avez fait la différence par votre manière de vous présenter, le fait que vous ayez dit bonjour à tout le monde, ces petites choses. Donc en fait, on dit souvent que le diable est dans le détail, mais peut-être que justement les détails font que vous allez remporter cette négociation grâce à ces petites choses sur lesquelles vous avez fait la différence, et pas forcément que le produit. C'est une certitude même. On arrive bientôt à l'heure de cette émission. Je voulais aussi vous poser une question plus sur si vous avez des lectures, des films ou des personnes qui vous inspirent
voilà, qui vous ont aussi peut-être inspiré par le passé. David, Non, moi je suis plus cinéma américain, hollywoodien, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut se battre un petit peu pour y arriver, donc c'est un peu ma vision des choses et autres. Par contre, c'est tout voir en grand. D'accord. Pas avoir peur de voir tout en grand et de se dire qu'on en est capable et qu'on peut y arriver. Donc c'est un leitmotiv de vie qui s'applique au travail, puisque je fais un parallèle, mais il est voulu, il est volontaire. Je crois qu'on travaille entre 70 et 80% toute sa vie. Donc autant que ça se passe bien, en fait. Autant qu'on s'éclate au boulot, autant qu'on s'entoure bien, que ça soit bienveillant, pour reprendre les mots de Jean-Luc tout à l'heure. Et que tout gravite autour de cette bienveillance. C'est pas un monde de bisounours, hein, c'est un monde compliqué dans lequel on vit aujourd'hui. Quand on fait de la négo, quand on vend un produit, quand on veut être des leaders et autres, c'est compliqué. Mais tant mieux, c'est ce qui nous rend beaucoup plus forts et c'est ce qui nous permet de vraiment apprécier le résultat quand on l'a obtenu. C'est de se dire qu'on a un peu souffert, ça a été dur, mais c'est la vie en fait qui est comme ça. Donc il faut mettre les bons ingrédients pour que tout soit plus simple et puis qu'on arrive à... Les moments désagréables ont été aussi mais c'est bien, mais c'est très bien ces moments désagréables. Et c'est ce qui rend encore plus agréable justement. Mais tout à fait, mais tout à fait, il en faut. Il faut pas, bien. les gens s'arrêtent à ça en se disant « Ah non, je veux pas ça, surtout pas ». Mais c'est ça la vie, c'est un long fleuve, je le disais tout à l'heure, avec toutes les petits bouts de bois, tout ce qui va essayer de vous arrêter, mais le fleuve il continue, hein, c'est pas grave. Donc autant arriver à ce qu'on soit sur une belle plage. D'accord. Et Jean-Luc, des inspirations? Alors, plutôt qu'une aussi belle inspiration, hein, parce que je dirais pas mieux, moi j'aurais deux petits conseils. En termes de lecture, moi il y a un ouvrage sur la négociation que je trouve très bien, c'est Négocier et défendre ses marges, par Philippe Corda, édition Duno. Ouais, il est très très bien. Négocier et défendre ses marges. Oui, on aborde plusieurs techniques qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Alors après en film, bon... je partirai un petit peu en arrière, fin des années 80. Il est décédé récemment, Jean-Paul Belmondo, dans Itinéraire d'un enfant gâté, film mythique de Claude Lelouch. Alors peut-être il y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissent pas, ce film. Mais à un moment donné, il y a une double scène mythique. Jean-Paul Belmondo apprend à dire bonjour à Richard Anconina. Et c'est là qu'on se rend compte, tout à l'heure on parlait du premier contact, on se rend compte de l'importance du bonjour. C'est pourtant anodin, un bonjour, hein, mais il y en a combien qui ne le disent pas bien, voire qui ne le disent pas du tout. Hein. Et il lui apprend une autre technique, et ça fait partie vraiment des techniques de négociation, c'est de ne pas être surpris. Et donc il lui dit plusieurs choses qui nécessairement le surprennent, quoi. Il dit, tu vois, t'as pas bien fait, quoi. Parce que là, tu as bien montré que tu étais surpris. Or, dans une négo, dans un échange, il faut ne pas montrer ses sentiments. Son sentiment, oui. Un jeu d'acteur, un petit peu. Négatif ou positif. Hein, d'accord ? Imaginons que votre prospect, il dise, allez, je suis OK sur votre prix, et que... du coup, vous êtes super content et là, vous irradiez de sourire. Bien sûr qu'il faut sourire, mais si vous êtes trop souriant, peut-être que votre prospect dit « Oh là là, je me suis engagé trop tôt. En fait, j'aurais pu obtenir un meilleur prix. » quoi. Donner des signes sans trop non plus... J'imagine qu'il faut quand même donner des signes comme quoi on va dans le bon sens. Oui, voilà. mais il faut quand même être détaché aussi par rapport à ça. Quoi. Un certain jeu d'acteur quand même. Exactement. Du début à la fin, puisque tout à l'heure on prenait l'exemple que ça commence auprès de nos proches, de notre famille, donc on est en répétition, clairement, devant un public qui nous aide, qui nous fait répéter. Et à la fin, effectivement, on applique ce jeu d'acteur. D'accord. Et ça se passe bien ou pas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette heure passée ensemble. Il y a encore, on n'a pas pu tout dire. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, on vous invite vraiment à être curieux et à aller voir. On peut apprendre de tout, des films, de la lecture, des gens qu'on rencontre, de nos proches. C'est ce que je tire de nos échanges aujourd'hui. Ce que je tire également, c'est qu'on ne cesse d'apprendre de toute expérience qu'on a.
Donc voilà, qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, parler, échanger, des Et de fois, se former. Et de se former. Voilà, et c'est important, c'est le domaine d'activité d'Icademy, de Néosphère, de l'Académie du tourisme, et c'est très important. Donc ne jamais cesser d'apprendre, c'est perpétuel. Juste un petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Jean-Luc, pour terminer? Alors simplement, vous savez quoi, de préparer cet entretien, cet échange sur la négociation, hein, qui était, c'était mon domaine d'enseignement avant, ça m'a donné envie de redonner des cours. Ah bah. Donc j'ai envie, donc j'en ai fait part à mes directrices. Voilà, si vous avez une petite place pour moi pour des cours de négociation, je suis partant. On lance l'appel. Voilà, exactement. Et David, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Je vais faire ce que j'aime faire, hein, c'est de la bienveillance, hein, justement. Je vais inverser, en fait. Je vais te souhaiter pleine réussite, Agathe, dans tes futures missions et autres, ainsi que les deux personnes qui sont derrière là-bas. Merci beaucoup à Lorenzo et Lola qui sont derrière les caméras et toutes les équipes aussi des deux structures que vous représentez aujourd'hui. Merci à l'Assemblée. En tout cas, merci beaucoup aussi à tous les téléspectateurs. Allez, qui étaient merci présents. à vous trois, merci à tout le monde. Et toutes les questions, n'hésitez pas à les poser aux personnes qui vous entourent aussi. Tout le monde a une réponse, il n'y a pas de réponse universelle.